Oui, bien, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une formation sur le spinel. Voilà, donc comme d'habitude, on va vous apprendre pas mal de choses sur cette pierre aux multiples facettes, quelques petites histoires, je suppose, comme d'habitude. Voilà, les caractéristiques, on va voir que cette pierre a quand même beaucoup de couleurs différentes. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette pierre, notamment pour la différencier de certaines autres pierres, etc., etc. On va apprendre pas mal d'histoires aussi sur des spinels qu'on connaît pour des rubis auparavant. Exactement. Donc voilà, donc beaucoup de choses aujourd'hui. Sachez que ceux qui nous regardent en replay sur YouTube peuvent bien évidemment nous trouver en direct en s'abonnant à nos pages Instagram. Et donc voilà, écoutez, donc 30 minutes de formation, beaucoup de choses à dire. On finira bien évidemment, comme à chaque fois, par répondre à vos questions. Et enfin, on finira par vous montrer pas mal de pierres pour égayer vos yeux les plus avertis. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. Je vais te laisser la main pour envoyer là-dessus. D'accord, d'accord. Bon, bah aujourd'hui, non, c'est une pierre où il y a pas mal de choses à dire, effectivement. Le spinel, ça a toujours été une pierre. On l'a traité un peu d'usurpateur parce que, comme je vous ai précédemment expliqué, on l'a confondu pendant très longtemps avec le rubis. Sur les grandes couronnes occidentales, chrétiennes, on avait souvent une pierre rouge qui représentait le sang du Christ, qui rapprochait le Dieu, enfin qui rapprochait le roi de Dieu, et qui représentait donc effectivement le sang du Christ. Derrière la couronne de Saint Venceslas, d'ailleurs, il y a une épine de la couronne du Christ. Donc, pendant très longtemps, on cherchait des grosses pierres rouges pour mettre sur le fronton des couronnes. Donc, on a différentes couronnes comme la couronne de Wittelbach, où c'est un spinel et c'est pas un rubis. Et la plus célèbre, c'est tout de même la couronne de la reine d'Angleterre, la couronne impériale d'Angleterre, sur laquelle se trouve une pierre qui s'appelle le rubis du prince noir, qui n'est pas un rubis, qui est un spinel. Alors, je vous raconte comme à chaque fois une petite histoire pour démarrer, et cette petite histoire, ça va être l'histoire du rubis du prince noir. Alors, ce rubis, au XIVe siècle, il appartenait à Abou Saïd, qui était le roi de Grenade, qui était donc le roi de Grenade, et qui a amené cette pierre avec lui, alors qu'il était reçu par Pierre le Cruel, qui était le roi de Castille. Abou Saïd était un Maure, c'est-à-dire musulman, dans le sud de l'Espagne, et Pierre le Cruel le fait assassiner et lui vole ce rubis. Ce même Pierre de Cruel l'offre à Édouard le prince noir, ce qui donna le nom à ce rubis. Édouard le prince noir, il lui donna en reconnaissance de son aide militaire à la bataille de Navarreto. Ensuite, d'héritage en héritage, il passa par son fils Richard II, et à la fin du XIVe siècle, alors vous allez me dire qu'à chaque fois que je vous raconte une histoire, ils sont tous tués, mais je suis désolé, c'est comme ça. À la fin du XIVe siècle, Richard II est assassiné par Henri IV, et le rubis va à son fils Henri V. Il possède le rubis et le fait sertir sur sa couronne qu'il portait à la bataille d'Azincourt. La bataille d'Azincourt, le rubis du prince noir reçoit en réalité un choc. Effectivement, il était sur la couronne qui était sur le casque pendant cette bataille, et un chevalier donne un coup de hache. On peut voir d'ailleurs toujours sur ce rubis du prince noir la marque du coup de hache. Je vais vous... Enfin, je ne sais pas si on le voit très bien, mais enfin bon, voilà la couronne. Un sacré coup de hache, une sacrée coup de hache. Voilà la couronne, on ne voit pas très bien parce que la photo n'est pas très bonne. On va voir. Voilà. Vous... Non, mais on peut le montrer. On peut montrer la couronne impériale avec le rubis du prince noir. Voilà, on a la reine d'Angleterre aussi juste avant. Donc là, le rubis donc, du prince noir qui est en fait un spinel. Qui est sur le fronton, qui est un spinel. Qui est sur le fronton. Ensuite, la pierre est sertie sur la couronne de Richard III à la bataille, il le porte à la bataille du Bosphore en
1435. Alors c'est pas faux, vous avez une petite remarque, pas facile pour se battre avec une couronne comme ça sur la tête. Mais à l'époque, non, c'était pas avec cette couronne. Non. Il était sur une couronne. Attention, ne confondons rien, cette couronne a été faite par la suite avec le rubis du prince noir. Mais à l'époque, c'était des couronnes qui pouvaient s'enfiler sur un casque. Et en réalité, elle était sur le fronton, cette pierre était sur le fronton de la couronne. Et elle a dévié la hache, donc elle a sauvé la vie de Henri V. Pardon. Je m'y perds un peu avec les Henri et tout ça, parce que là, je suis là dans un petit papier. Il y a Henri IV, Henri V. Donc, je vous disais que Richard III, à la bataille de Bosworth en 1435, est tué. Et au cours du combat, le rubis tombe par terre. C'est un petit peu comme l'histoire du casque de Satan, mais ce n'était pas Satan. Il roule sous un moulin, et en réalité, c'est Lord Stanley qui récupère la pierre et qui la place sur la tête victorieuse de Henri Tudor. Bon, et ensuite, cette pierre est restée propriété de la couronne d'Angleterre jusqu'à la reine Élisabeth qui la porte aujourd'hui. Voilà l'histoire du rubis du prince noir. Il y a quelques autres histoires. Qui est un Spinel, je vous le rappelle juste pour ceux qui viennent d'arriver. Qui est un Spinel, bien évidemment. Il y a quelques autres histoires après, parce que ces Spinels ont toujours fasciné les grands de ce monde. Vous verrez au fur et à mesure où je vais vous raconter ce passage gémologique, je vous raconterai quelques petites histoires. Donc, il est connu depuis l'Antiquité, ce Spinel. Le nom viendrait de petites épines, ce qui serait à l'origine de sa forme cristalline. Alors là, on a... voilà, alors c'est une forme cubique, ça on le verra, mais il est sous forme voilà, d'octaèdre, c'est-à-dire deux pyramides l'une sur l'autre. Voilà, et pourquoi petites épines? Parce qu'il y a des pointes dans toutes les directions et ça ressemble à une petite épine. C'est pour ça qu'on pense que ce nom vient de ça. Enfin, une grosse épine là en l'occurrence. Voilà, ça c'est un gros spinel. Vous avez là un spinel bleu, un spinel mauve dans la boîte et un gros spinel mauve qui vient du Vietnam. Alors oui, à l'heure actuelle, c'est un Spinel et pas un rubis toujours sur la couronne de la reine d'Angleterre. Parce qu'il y a une question que quelqu'un disait. Et oui, c'est toujours... C'est le rubis du prince noir, mais c'est un Spinel. À l'époque, beaucoup de ces pierres, et notamment cette pierre, et on va en parler après, venaient d'une mine qui s'appelle Kouilal. Si vous voulez voir cette mine et voir comment ça se passe, voilà, ça c'est l'intérieur de la mine. Ça c'est l'extérieur, ce que vous voyez là. Voilà, hop, je fais pas ce photo. Ça c'est l'extérieur. C'est une mine qui est exactement à la frontière du Tadjikistan actuel et de l'Afghanistan. Ça s'appelle la mine de Kouilal, ça veut dire montagne des pierres précieuses. Et de cette mine est sorti le rubis du prince noir et toutes les grandes pierres de l'époque. Cette région s'appelle le Badakhshan, qui est à cheval sur l'Afghanistan et le Tadjikistan. Et dans cette région, si vous voulez, on trouvait déjà, à partir du 5e siècle, on trouvait déjà ces pierres. Elles étaient ramenées par des marchands, ça passait de main en main, et je vous l'ai expliqué précédemment pour ceux qui étaient présents à ces formations pour le rubis. Hein. On appelait ça rubis, puisqu'on ne faisait pas la différence à l'époque, balash, en abréviation linguistique, et non pas du Badakhshan. On disait que le rubis vient d'où? Il vient rubis balash. Et puis quand ça arrivait en Occident, c'était devenu rubis balais. Et aujourd'hui, on les appelle, c'était des rubis balais. Et à la différence des rubis qui venaient de Mogok, que vous avez vu pendant le cours du rubis, les rubis de Mogok, on les appelait rubis d'Orient. Voilà. Donc justement, ça nous amène aux différentes couleurs. Le rubis balais était rouge, le rubicelle était orange ou jaune-brun, c'était des noms qu'on leur donnait, qu'on peut leur donner encore maintenant, mais pas d'une manière courante. Parce que maintenant, le rubicelle, c'est de la clinomite? Non. Non. Non, ok. Non, clinomite, c'est une pierre qu'on trouve
à Koilal aussi, dans la mine, qui est assez rare. Les verres très sombres noirâtres s'appelaient les pléonastes ou sélanites, comme sel. Hein, mais attention à ne pas confondre avec la sélanite qu'on trouve encore à Ceylan aujourd'hui, qui est une pierre particulière. La granite ou le ganospinel était rouge, violet, bleu à bleu foncé. S'il contient du zinc, il est vert noir. À ce moment-là, on va voir la formule chimique. Et les spinels chromifères verts assez sombres s'appelaient la picotite. Ce sont des noms qu'on n'emploie pratiquement jamais. Donc, je vous dis tout de suite. On a les spinels bleus aussi, qui sont les cobaltospinels, parce qu'ils contiennent du cobalt à l'intérieur. Alors, on voit quand même très peu, enfin moi, en l'occurrence, on a très peu vu de spinel vert. Oui, très rare. C'est vraiment très rare. C'est assez rare. Il y a des spinels verts avec du chrome à l'intérieur aussi. Alors les plus gros connus, il y en a un, il y a quelques gros cristaux qui font à peu près 500 carats au British Museum, et en Russie il y en aurait un de 400 carats. Il existe, on a vu dans l'émeraude, des émeraudes trapiches, c'est-à-dire un certain nombre de cristaux qui se mettent autour d'un cristal central. Il en existe en Birmanie, dans le nord de la Birmanie, des cristaux trapiches. Alors, la formule chimique. La formule chimique, c'est un oxyde d'aluminium et de magnésium. Donc là, vous allez me dire, c'est très proche du rubis. On en a parlé, oui. C'est pratiquement la même formule que le rubis, sauf qu'il y a du magnésium en plus. Il est moins rare que le rubis. On le trouve dans les mêmes gisements en général. Et ces couleurs, bon, on en a parlé là, mais on peut trouver du rouge, du bleu, de l'incolore, du jaune, du noir, de l'orange, du rose, du vert, du violet et du gris. Même, on trouve même des spinels gris qui sont vraiment de jolies pierres, parce qu'il n'y a pas tellement de pierres grises avec un éclat métallique comme cela. Mais ce qui est assez incroyable, enfin en tout cas quand on regarde beaucoup de spinel et de saphir ou de rubis, c'est que véritablement, même s'il y a du rose aussi chez les saphirs, même s'il y a aussi du bleu chez les saphirs, etc., c'est vraiment une nuance de couleurs différentes. On peut presque faire la différence en regardant la pierre, la couleur de la pierre. Ça n'aura pas le même bleu qu'un saphir. Bon, au niveau du rouge, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais ça n'aura pas le même rose qu'un saphir non plus. C'est vraiment des nuances de couleurs qui sont vraiment assez particulières, vraiment différentes que le saphir ou que le rubis. Ouais, alors là, on a des octèdres qui sont des cristallisations naturelles avec un échantillonnage un peu de couleurs qui n'est pas exhaustif, mais vous avez cet échantillonnage de couleurs. Voilà. Ce que je vous reprendrai en photo et que je vous mettrai en publication. Ah, vous voyez, c'est bien des octèdres. Hop. Alors, on le remontrera. Généralement, les grosses pierres, les octaèdres, par exemple, comme celle-ci, les octaèdres sont toujours. Il y a des manques de matière et c'est assez difficile de trouver de très beaux octaèdres sur les grosses pierres. Voilà, tiens, attends. Ah, je ne bouge pas. Voilà, c'est un mauve, là, qui est un très gros octaèdre. Peut-être dans l'autre sens, c'est plus beau. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un rouge assez foncé qui est dans du marbre. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'avant sa formation à l'ING, elle n'avait jamais entendu parler du spinel, alors que c'est une pierre qui est très connue. C'est vrai que, au final, c'est une pierre qui est très très connue, mais on en entend effectivement beaucoup moins parler que le saphir ou le rubis, mais on en entend quand même de plus en plus parler parce que de plus en plus de joailliers utilisent cette pierre. À l'époque, ça l'était moins parce qu'elle était moins utilisée en joaillerie, mais de plus en plus, les joailliers se tournent aussi vers ces pierres parce que ce sont des pierres qui sont aussi très dures et des pierres qui ont un éclat assez particulier. Dur T8. Ah, donc dur T8, donc juste en dessous des corindons, et du coup qui ont un éclat et une couleur vraiment très appréciable. Donc du coup c'est pour ça qu'ils l'utilisent de plus en plus. Et c'était moins onéreux que les saphirs ou que les rubis. Et bon, bien évidemment, le prix maintenant du spinel rouge a explosé littéralement. Les spinels roses aussi coûtent quand même assez cher. Les spinels bleus commencent à prendre beaucoup de valeur. Donc voilà, c'est des pierres en tout cas qui ont pris beaucoup de valeur ces dernières années. Voilà. Mais qui à l'époque coûtaient moins cher, du coup elles ont été beaucoup utilisées qui coûtent toujours moins cher. Parce que pour avoir une très belle pierre rouge, c'est quand même assez difficile. Alors, on a donc une dureté 8,
hein, c'est-à-dire c'est à peu près la même dureté que l'émeraude. On a une densité de 3,54 à 4,62. Le clivage est imparfait, hein, donc c'est pas une pierre qui se clive. La cassure est toujours conchoïdale, c'est-à-dire en forme comme un coquillage. Son indice de réfraction est 1,712 à 1,76. Il n'y a pas de biréfringence, hein, ça fait partie des pierres cubiques qui... Pardon. Oui. Donc au polariscope, par exemple, c'est pas une pierre qui va rétablir au quart de tour. Là, je parle pour les personnes qui ont fait une petite formation déjà en gémologie, et on en a parlé pour le matériel d'identification des pierres. C'est une pierre donc, qui ne va pas rétablir au quart de tour, contrairement au rubis. C'est comme ça aussi qu'on peut faire la différence avec un rubis et un spinel. Quand ils sont taillés, vous le passez au polariscope. Elle sera toujours éteinte. Et elle sera toujours éteinte. Voilà, alors que le rubis va se rallumer tous les quarts de tour. Voilà. Il n'y a pas de pléochroïsme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule couleur, hein, dans les spinels. Et leur spectre est variable. Alors là, je vous suggère d'aller voir dans l'encyclopédie en fonction de la couleur, hein. C'est-à-dire que s'il y a du cobalt dedans, ou du chrome, ou différentes choses, on aura des spectres différents. Quand papa dit qu'il y a une seule couleur, il y a plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'il y a du bleu, du rouge, etc. etc. Mais si non, pléochroïsme. Oui, pléochroïsme. Je préfère être plutôt assez clair là-dessus. Il y a des couleurs différentes dans le spinel, mais au niveau du pléochroïsme, il y aura une seule couleur. C'est-à-dire que quand vous le regardez avec un dichroscope, bleu sera bleu. Voilà, quand vous le regardez avec un dichroscope, vous n'aurez pas ce qu'on voit avec la tanzanite, par exemple, où vous avez 3 couleurs dans le dichroscope en fonction de la manière dont vous le tournez. Vous aurez toujours la même couleur avec le spinel. Donc, voilà pour les caractéristiques chimiques. L'extraction maintenant. Alors, on a deux types d'extraction. On a des extractions alluvionnaires, hein, comme les saphirs, les rubis. Petit rappel pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les formations d'avant. Une mine primaire, c'est là où se forment les pierres. Une mine alluvionnaire, c'est du coup, avec le temps, toutes les alluvions, tous les morceaux de la mine primaire qui sont allés dans des petits recoins, et où se sont regroupés plusieurs alluvions de mines primaires. On trouve du coup différentes gemmes dans les mêmes alluvions. Voilà, en réalité, ça, c'est un spinel qu'on a trouvé dans une mine primaire, et toute cette partie de marbre, si effectivement, comme vous expliquait Maxime, si vous avez des intempéries, de l'eau, ça va dissoudre le marbre, ça va emmener le spinel au fond des lits de rivière, et en fin de compte, ça sera le gisement secondaire, un gisement alluvionnaire. Là, il est dans son gisement primaire. Voilà. Là, le marbre autour, c'est du marbre, et là, vous avez le spinel, hop, qui est au centre. Hop. Voilà. Et donc, on les trouve en Birmanie, dans des gisements très proches du rubis, parce que, comme vous l'avez vu précédemment, on vous a montré des rubis dans du marbre aussi, donc on les trouve dans des gisements proches du rubis. On les trouve au Sri Lanka, dans des gisements alluvionnaires, là, au fond des rivières ou dans d'anciennes rivières. On les trouve en Afghanistan, on les trouve au Tadjikistan. Alors, les spinels du Tadjikistan, voilà par exemple un spinel brut du Tadjikistan. Voilà. Alors là, pour le coup, on n'a pas l'impression que c'est octaédrique. Hein. C'est de dire que ouais, mais parce que le cristal est imparfait. Voilà, donc ça c'est le Tadjikistan. Et alors là, ça donne lieu à une autre petite histoire. Je vous ai parlé précédemment de Timur le Boiteux, qui était le descendant de Gengis Khan, qui vivait à Samarcande, qui a été le précurseur des grands Moghols qui ont régné sur l'Inde pendant plusieurs siècles. Et Timur le Boiteux, qui était donc à Samarcande, et on avait en dessous les mines vers l'actuel Afghanistan, à la frontière du Tadjikistan, on avait les mines de Kouilal qui étaient déjà présentes, bien évidemment, et qui produisaient déjà de très belles pierres. Et Timur, Tamerlan, était fou de ces pierres. Il avait même envoyé une armée pour protéger la mine. Il utilisait
il récupérait les pierres, les faisait tailler, etc. D'ailleurs, on a un collier qui a été offert à la reine Victoria qui venait d'Inde, qui s'appelait le collier de Timur, voilà, dont vous avez une trace avec des spinels dessus, voilà, sur lesquels, qui ont été récupérés auprès des grands Moghols après la disparition des grands Moghols au moment de la Compagnie des Indes. Sur ces pierres, il est toujours dans le trésor de la reine d'Angleterre, la tour de Londres. Sur cette pierre se trouve le nom de cinq régnants, de cinq grands chats. Et il s'appelle le collier de Timur. Voilà. Et donc, par la suite, je vais vous montrer autre chose. Voilà. Par la suite, les grands Moghols aussi ont continué à exploiter ces pierres de la mine de Koilal et faire des colliers, vous voyez, très typiques, c'est des colliers grands Moghols très typiques avec des espèces de pierres taillées en cabochon, roulées, si vous voulez, et bien souvent sur ces pierres, ils inscrivaient, il y avait des inscriptions avec leur nom dessus. Il y en a une autre. Hop, voilà. Je reste donc debout. Très jolie chose, voilà, un autre et celle d'après aussi. Voilà, il faisait des colliers absolument et il raffolait de ces spinels. Ah, ça c'est des spinels. Vous voyez la grosseur. Voilà, il a surtout la couleur exceptionnelle de ces pierres. Parce que les pierres de Koilal sont assez foncées, mais parfois assez claires. Elles ont un très joli rose. Un peu un vieux rose, voilà. On vous la remontrera bien évidemment après aussi, mais là je vous la montre maintenant. Voilà, c'est caractéristique de la mine de Koilal. Voilà, c'est un rose, un peu un vieux rose. Voilà, on en trouve aussi en Australie, au Brésil, aux États-Unis, dans le New Jersey, à Madagascar. À Madagascar, on en trouve dans le Népal. En Tanzanie, on trouve de très jolies pierres en Tanzanie, qui sont d'un rose presque fluo, qu'on a beaucoup de mal. Voilà, Tanzanie. On a beaucoup de mal à trouver maintenant. Et on en trouve aussi en Thaïlande. Ouais, ça c'est Tanzanie. Voilà, celle-ci elle est incroyable parce qu'elle est truffée d'inclusions, on dirait un diabolo grenadine. Alors en joaillerie, elle remplace surtout le rubis. Pourquoi? Parce qu'effectivement son prix est moins élevé, parce qu'on a très peu de pierres rouges dures à utiliser en joaillerie. Ses formes de taille sont diverses et variées. On en trouve. Et puis on a aussi, elle est très appréciée en joaillerie parce qu'on a un panel de couleurs, on va du rose framboise en passant par toutes les couleurs, même le bleu cobalt comme celle-ci. Alors, il y a des très très beaux bleus. C'est vraiment un bleu cobalt, c'est-à-dire il y a du cobalt dedans, mais c'est un bleu cobalt, vraiment. Ce sont des bleus qu'on ne trouve que, ça n'a pas du tout d'équivalent en saphir, c'est un bleu très particulier. Quant à l'entretien, c'est une pierre qui n'est pas très fragile, mais il faut faire attention, surtout pour les gens qui sertissent les pierres, les joutiers, il ne faut pas trop les chauffer. Il ne faut pas les chauffer parce que ça fait baisser l'intensité de la couleur de la pierre. Et on ne peut pas la récupérer. Voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ces pierres. Alors oui, alors ce qu'il faut savoir quand même sur les spinels, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a très peu de spinels verts. Enfin, je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais je me sens. Oui, mais on en voit assez peu. En tout cas, il n'y a pas de très bonne qualité. Voilà, ce ne sera pas un verre émeraude ou un verre de favorite. Ce sera des verres vraiment d'une qualité vraiment inférieure. Voilà, bon, ça c'est un très beau rouge. C'est surtout les rouges qui se vendent, en tout cas, oui, qui ont un prix et une valeur très importante. Donc je vous propose que vous nous posiez vos questions dès maintenant. On va y répondre tout de suite. Je vais rapprocher les téléphones et après on vous montrera les pierres de plus près. Et on vous refera un petit quelque chose. Hop, tiens, si tu peux rapprocher. Ah, et puis alors j'ai oublié de vous dire aussi, c'est dans les couronnes impériales, il y a aussi la couronne des tsars, sur laquelle il y a un énorme spinel au-dessus. Voilà. Et j'en profite pour vous montrer ce petit livre
que j'ai écrit, c'est un roman que j'ai écrit justement sur l'histoire d'un rubis. Voilà, qui n'est pas un Spinel, l'histoire d'un rubis, c'est l'histoire de rubis de Raspoutine en réalité. Voilà. Je vous propose de mettre les petits trucs pour que je puisse poser le téléphone. Mais oui, C'est parfait. Allez-y, posez vos questions, on va y répondre. Posez vos questions tout de suite. Hop. Hop, vous aussi, vous pouvez poser vos questions. Hop. Tac. Je crois que la première question était donc les spinels ne sont pas chauffés. en général, non. En général, non, mais. On peut les chauffer, mais c'est très rarement. Ils sont très rarement traités. Ensuite, le spinel est une pierre qui n'est jamais traitée, pas de chauffe. Donc c'est comme on vient de le dire, voilà. Titre du livre, s'il vous plaît. Le titre de ton livre. La malédiction du trésor des tsars. On vous le remontre. Ah bah il est à l'envers. Ah bah c'est à l'envers. Bon, la malédiction du trésor des tsars. Voilà. Chez Bourrin. Chez Bourrin Bourrin. éditeur. Voilà. Enfin bon, si vous voulez, vous demandez à Maxime et on vous les fera parvenir. Tout à fait. Et bien évidemment, écrit par Patrick Bollon. Hop là. Alors, donc. Ensuite, la valeur du spinel a beaucoup augmenté ces dernières années. Pourquoi Oui, parce que en réalité, bon, c'est une pierre. Les rouges sont relativement rares. Et puis, comme on a subi un certain nombre de crises économiques, et comme dans toutes ces crises, si vous voulez, les joailliers, les bijoutiers, etc., cherchent des pierres qui coûtent moins cher que les grandes pierres précieuses. Et en fin de compte, ils se sont rabattus sur le spinel, qui, comme il y a assez peu de pierres rouges et que c'est une pierre assez rare, ça a bien évidemment fait monter le prix. Alors, j'ai raté la partie inclusion. Non, vous n'avez pas raté la partie inclusion. C'est vrai qu'au final, on ne fait pas beaucoup de parties sur les inclusions parce que déjà, on peut les trouver un peu partout, les inclusions qui sont caractéristiques du spinel. Mais c'est un peu, il y en a un peu comme dans les rubis ou les saphirs. Je crois qu'il doit y avoir des aiguilles de rutile et des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, il y a des 3 phases aussi, je crois, il y a pas mal d'inclusions, pas mal de givre, autre chose comme ça. Donc voilà, mais après ça c'est très facilement trouvable. Si vous voulez les inclusions, vous allez sur l'encyclopédie sur patrickbollon.com, vous tapez spinel dans connaître les pierres et vous allez trouver toutes les inclusions vraiment caractéristiques. Voilà. Comment fait-on la différence entre un spinel et un rubis à l'œil? Alors à l'œil, si vous n'avez pas de loupe, que vous n'avez pas de réfractomètre, pas de microscope, si elle est brute, il n'y a pas de problème, normalement. Par contre, si elle est taillée, à l'œil, c'est compliqué. Alors pour un rouge, ça va être très compliqué si elle est taillée. Après, comme je vous disais, éventuellement pour un bleu, vraiment c'est une couleur bleu cobalt, on vous montrera après. On peut éventuellement voir, mais bon, c'est quand même assez compliqué de faire la différence à l'œil nu, voilà, sans loupe et sans rien. Ouais. Il se trouve en commande sur internet votre livre. Alors très bonne question, il faut regarder. Je ne sais pas si on peut commander ou il doit être trouvable. Non, ou sinon vous envoyez un message à Maxime. Vous m'envoyez un message et je vous l'envoie. Ensuite, y a-t-il des spinels en France? Non, pas à notre connaissance. Je ne pense pas qu'il y ait de spinels en France. Oui, l'image inverse, ça on l'a lu. Où trouve-t-on des spinels pâte paracha? Alors, pour l'appellation pâte paracha, en règle générale, c'est uniquement pour les saphirs. Hein. C'est un rose orangé qui veut dire fleur de lotus en singalais. Donc c'est un rose un peu orangé, on en trouve au Sri Lanka, on en trouve... on trouve des spinels qui sont rose orangé, j'en ai un d'ailleurs. Parce que tu l'as pas avec toi, ça doit être là. Voilà, on va pas très bien voir. Ouais, on va pas très bien, mais qui vient de Tanzanie. Voilà, il est... Peut-être, faut que je mette à côté aussi. Ça c'est un spinel qui peut un peu avoir oui, qui est pas très loin, ça dépend de la lumière. Hein. Il faut remonter un peu parce que tu vois, tu as les commentaires, du coup ils vont pas bien voir là-dessus. Hop. Voilà. Bon, donc il y a une table. Ensuite, comment peut-on différencier le spinel d'un grenat d'une théodolite? Alors ça c'est l'indice de réfraction. Pour le spinel et le grenat, l'indice de réfraction n'est pas le même. Donc voilà, il suffit de prendre l'indice de réfraction, éventuellement vous pouvez prendre la densité avec une balance hydrostatique. Ça pourra éventuellement vous donner pas mal d'indications.
De la rhodolite d'ailleurs, pas de la rhodolite. La rhodolite, donc la rhodolite c'est un grenat qui est un peu rose, hein. Rose-rouge. Donc voilà, c'est surtout l'indice de réfraction qui va vous donner la différence, et donc la densité aussi. Éventuellement le spectre aussi, hein. Ensuite, y avait-il un spinel rouge en forme de lion, je crois, sur la toison d'or avec le diamant? Absolument. Il s'appelait le Côte de Bretagne. Spinel visible au Louvre. Est-ce qu'il est mon téléphone? Ton téléphone est là. Voilà, et je vais vous le montrer. Le Côte de Bretagne, voilà. Donc effectivement, il y avait un spinel en forme de lion. Donc le Côte de Bretagne. Il va vous montrer ça tout de suite. En attendant, on va essayer d'avancer un peu au niveau des questions. Vous n'avez pas trop parlé de spinel noir. Est-ce que les joailliers l'utilisent peu? Alors le spinel noir, c'est un peu comme le diamant noir. C'est un peu la mode actuellement. Il y a beaucoup de joailliers qui utilisent ces pierres. Bon après voilà, c'est voilà, le Côte de Bretagne. Le Côte de Bretagne. Donc le spinel taillé en forme de lion. Tac. Voilà, normalement vous devez voir à peu près correctement. Éventuellement, ça on peut le mettre en publication ou pas? On essaiera de le mettre en publication, pourquoi pas. Donc voilà, donc le spinel noir, voilà, c'est une pierre qui est assez peu onéreuse et bon. Après, c'est plus pour les bijoux un peu fantaisie, voilà. Tout ce qui est pas vraiment translucide, qui est spinel noir, diamant noir. Bon, diamant noir, c'est encore autre chose. Mais voilà, bon, spinel noir, c'est pas très utilisé, en tout cas en haute joaillerie. On préfère plus les pierres un peu translucides, etc. Peut-on avoir un spinel collé à un rubis de façon naturelle? Collé à un rubis, j'en ai pas vu. Non, je pense pas. Ensuite, attends, parce qu'on a un petit problème de connexion ici. Tac. Voilà, c'est bon, on est reconnecté ici. Le spinel noir est-il d'une mine en particulier? Non, on peut en trouver dans plusieurs mines. Des spinels noirs, pas forcément que dans une mine en particulier, hein. Attention, à partir du moment où On trouve au Cambodge. Ensuite, l'augmentation du prix est-elle vraie pour tous les marchés? Pour le spinel, en règle générale, beaucoup de... Je comprends pas la question. L'augmentation du prix est-elle vraie pour tous les marchés, pour le spinel? Entre parenthèses, Russie pour l'interrogation. L'augmentation du prix... généralement, quand le prix augmente, il augmente un peu partout dans le monde, hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas être moins cher à un certain endroit, bon, il va être moins cher où il y a les mines, enfin, c'est progressif, mais après, si ça se répartit dans le monde, dans différents endroits où on ne trouve pas du spinel, où on en vend, les prix sont à peu près identiques. Alors, spinel noir, Hermès a fait beaucoup de bijoux dans leur dernière collection. Tout à fait. Alors, les spinels alluviaux sont-ils plus beaux? Il n'y a pas de différence véritable parce que les spinels qui viennent de mines alluvionnaires en fait proviennent de mines primaires. Donc c'est la même chose, hein. Ce sont les mêmes spinels, que ce soit les spinels de mines alluvionnaires ou de mines primaires. En fait, c'est juste qu'ils ont qu'ils sont séparés de la mine primaire pour aller vers une mine alluvionnaire. Donc ce sont les mêmes spinels. Un beau spinel peut-il être plus cher qu'un rubis de même taille? Alors non, en règle générale, si à qualité égale pour un très beau rubis. À qualité égale, oui, le rubis est plus cher. Mais si le rubis n'est pas beau, il y a des rubis qui ne coûtent pas cher, hein, c'est évident. Mais à qualité égale, non. C'est le rubis qui est plus cher. Comment explique-t-il que les lentilles polarisées dans un microscope montrent les différences de couleur d'une pierre? C'est qu'en fait, il y a des verres polarisés à 90 degrés. En fait, ça change la polarisation, et c'est polarisé à 90 degrés, ce qui vous permet du coup de voir les différents axes de couleur dans une pierre. Pas de taille cabochon, pas tellement de taille cabochon. Alors si, il y a pas mal de taille cabochon. Si, puisqu'on vous a montré les pierres en spinel. Les pierres du Tadjikistan sont taillées en perles un peu baroques, si vous voulez, mais c'est comme une taille cabochon. Ouais, mais après, c'est comme les saphirs ou les rubis. Généralement, la taille cabochon, du coup, ça fait pas briller la pierre. C'est-à-dire que du coup, on va préférer faire des facettes sur une pierre, c'est-à-dire des... Si la pierre est belle. Voilà, si la pierre est belle. Il y a certains joailliers qui font des cabochons, même sur les très beaux saphirs, ou les très beaux rubis, ou les très beaux spinels, mais bon, c'est un peu gâché, sachant que du coup, ça fait pas briller vraiment la pierre. Peut-on cliver les spinels? Alors non, ça, généralement, on clive pas les spinels. Je crois que c'est régulé. Je l'ai dit. Régulé. Je vous l'ai dit, c'est régulé du clivage. Donc de toute façon, on ne clive pas, à part le diamant, généralement, on ne clive pas les pierres. Beaucoup de pierres se trouvent en Angleterre, y en a-t-il d'autres dans d'autres royautés?
Oui, bien sûr. C'est dans le trésor du chat, il y a beaucoup de spinels. Je vous ai montré la couronne des tsars, il y a beaucoup de spinels aussi. Dans le trésor de France, il y en avait, puis il y a le Côte de Bretagne, oui, dans tous les trésors, il y a des spinels. Y a-t-il une classification des couleurs pour les spinels? Alors pour les spinels, il n'y a pas vraiment de classification de couleurs. Et d'ailleurs, dans certaines familles comme le béryl, en fonction des couleurs, on donne des noms différents. Là, le spinel, ce sera spinel rouge, spinel bleu, spinel gris, etc., etc. Mais il n'y aura pas de classification de qualité de couleur. Voilà, c'est vraiment là-dessus, au niveau du spinel, il n'y a pas de classification connue au niveau des Non, couleurs. mais oui, enfin, oui, on ne donne pas de couleur particulière, comme sang de pigeon, etc. Beaucoup de pierres se trouvent en Angleterre, ça on vient de le dire. Non, quel instrument portez-vous sur le terrain en règle générale, et en particulier pour différencier les spinels et les rubis lorsqu'ils sont taillés? Voilà, c'est ce qu'on vous a dit, on a un petit périscope portable, on a éventuellement une petite balance hydrostatique assez facilement montable, on a donc la loupe, on prend pas mal de choses, on prend le microscope, on prend tous les petits outils qui nous permettent, de faire pas mal de choses. Donc voilà, la plupart du temps on utilise bien sûr la loupe, mais on peut utiliser le réfractomètre assez régulièrement aussi pour avoir l'indice de réfraction, ou le microscope, voilà, il y a pas mal de choses qu'on amène avec nous. Pour une taille d'une pierre rose fleur de cerisier, vaut-il mieux un spinel, une tourmaline ou autre au niveau du rapport couleur-prix? Pour du rose. La tourmaline, c'est moins cher. Et ça dépend de la taille. Trouver des spinels assez gros, c'est pas très évident. C'est vrai que c'est un très bon compromis en termes de couleur, prix et poids. La tourmaline, c'est vraiment un très très bon compromis. Vous pouvez avoir une très belle pierre avec une très belle forme, un très bon poids pour un prix vraiment moins important qu'un spinel ou qu'un saphir. Donc la tourmaline, c'est vraiment un bon compromis. Quelle est la couleur du spinel la moins chère? Je pense que ça doit être la noire, à mon avis, ça doit être le spinel noir. Après, tout dépend de la qualité, bien évidemment, mais en règle générale, ce sera, je pense, le spinel noir qui coûtera le moins cher. À quoi correspond l'appellation rouge Jedi? Alors ça, c'est une appellation qu'on donne pour certaines couleurs de spinel. Voilà, bon. Je sais pas d'où ça vient exactement. Je pense qu'on est Jedi. Alors, je raconte peut-être une énorme bêtise, mais ça doit venir de la couleur des sabres laser dans Star Wars. Je pense. Personnellement, j'ai jamais entendu cette. Moi, j'ai déjà entendu une fois ou deux, mais bon. Si vous voulez, bon, on l'utilise pas du tout sur les marchés ou ces trucs-là, ce genre de couleur. Voilà, Jedi, peut-être au cinéma, mais pas sur les marchés. Les spinels les plus prisés et le plus cher est celui qui est de couleur rouge rubis. Tout à fait. En règle générale, les plus chers, vraiment, même sur les marchés locaux, ces pierres coûtent vraiment très cher. C'est très difficile d'en trouver, ça coûte très très cher pour une très bonne qualité. À quand un cours sur la tourmaline? On a hésité à le faire pour la prochaine fois, mais on va vous le garder pour encore une prochaine fois. Donc à très, très bientôt le cours sur la tourmaline, mais pas tout de suite, Ça, faut pas lui poser cette question-là. Quel pays vous manque-t-il le plus pendant cette période de confinement? Tous. Faut pas, là, je vous dis, là, il n'en peut plus. Là, plus le temps passe, je sais pas si vous avez remarqué, il commence à devenir presque antipathique. Je suis obligé de. Je vais maintenir en forme. Il n'en peut plus. Avec l'allocution hier, pour dire que c'était minimum jusqu'au 11 mai le confinement, il est au bout du rouleau. Voilà. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de pays qui lui manquent. Donc, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va continuer à faire des formations dans la bonne humeur. Hein. Mais là, je sens que ce confinement commence à lui taper un peu sur le système. Il n'a pas l'habitude de rester aussi longtemps. D'ailleurs, on t'entend plus. Non, je ne parle beaucoup, donc je te laisse. Voilà. Je te laisse parler, il n'y a pas de souci. Voilà, d'autres questions sur les soirs. Ah, merci, je vous remercie. Je travaille un peu moins. Qu'est-ce que. Il est vraiment méchant. D'autres questions sur le spinel? Nous aussi, nous sommes au bout du rouleau. Ça, on n'en doute pas une seule seconde. Enfin, vous vous rendez compte que moi. Ça va en faire des cours, hein, et des formations en plus.
Bon, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, à part vraiment surtout ne pas nous rappeler qu'on est encore en confinement pour un petit moment, on vous écoute. Il faut jardiner, ça dépend, on n'a pas de jardin, donc c'est un peu compliqué. Alors, je crois bien qu'il existe des spinels qui peuvent changer de couleur et se répandus. Quelle couleur? Il y a des spinels color change ou pas? J'en ai pas vu, c'est possible, mais j'en ai pas vu beaucoup. Non. Alors, un beau petit couple, nous ne sommes pas en couple, hein, c'est mon père. Voilà, je tiens à préciser. Un spinel étoilé. Est-ce qu'il y a des spinels étoilés? Ça doit pouvoir. Oui, ça existe, des spinels étoilés. Oui, Des oui, spinels oui, étoilés. tout à fait, tout à fait. Bon, et le Groenland. Est-ce qu'on trouve des spinels au Groenland? Je ne l'ai pas référencé là, peut-être, mais à vrai dire, je n'ai pas été au Groenland et je ne peux pas vous dire si on trouve du spinel. Je sais qu'on trouve du rubis, mais pas forcément du spinel. Est-ce qu'il y aura un cours sur l'alexandrite? Oui. Probablement. Oui, bien sûr. Très probablement, alors. Ça... On a le temps hein, de faire le cours sur l'alexandrite. Là, on a un paquet de cours à vous faire. Hein. Ouais. Là, on est. On a fait le point, on peut tenir à peu près. Voilà, Il ne faudrait pas qu'il prolonge trop. Hein. Voilà, on peut tenir encore 3 mois. Voilà, mais si ça pouvait éviter de faire plus, surtout que là, il va me faire une dépression sinon. Sur la citrine, on va faire un cours plus sur les quartz, parce que vous savez que la citrine fait partie de la famille des quartz, donc on fera un cours sur les quartz. La pierre de lune, bien évidemment, on va faire un cours aussi sur la pierre de lune. Ça c'est sûr. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. On va vous montrer donc tout de suite les pierres. Hop, et on va vous faire un petit descriptif. Donc peut-être les montrer comme ça, non? Je veux les montrer comme ça. Non, c'est pas mal comme ça. Ah, d'accord. Alors, tac. Je vous en prie, je vous laisse faire la description. Donc ça c'est un brut du Tadjikistan. Voilà, on voit bien la couleur rose, vieux rose. Donc ça c'est de la mine de Kouilal. Kouilal, Tadjikistan. Ça c'est un brut aussi, un cristal du Vietnam, avec un morceau de gang. Ça c'est un spinel rouge du Vietnam aussi, sur du marbre. Ça c'est un spinel rouge, toujours Vietnam. Voilà. Là sont 2 spinels qui viennent, un bleu et un mauve. Voilà, elles sont plus jolies en dehors. Un bleu et un mauve qui viennent du Sri Lanka avec un bleu là, taillé. Je vais sortir aussi. Un bleu taillé qui vient, lui par contre, du Vietnam. Voilà. Là on a toute une série de cristaux de spinel octaédriques de différentes couleurs. Hop. Là c'est pas mal ça. Donc du rouge, rose, bleu, gris, mauve. Voilà. Ça c'est un spinel rouge assez foncé, toujours Vietnam. Et ça mauve aussi Vietnam. Ça c'est toute une série de spinels de toutes les couleurs qui viennent de Birmanie. Petit spinel. Ouvrir, c'est plus joli. Hop. Un octaédrique qui peut être taillé. Voilà.
Ça, c'est une série aussi de spinels Hop. qui viennent de Birmanie. Spinel. Histoire de spinel de Birmanie. Petits octaèdres. Ouh là là. Voilà. Hop. Ça aussi, des plus foncés. Birmanie. Un peu plus foncé. Presque Bordeaux. Voilà. Hop. Ça, c'est un spinel qui a été taillé en Birmanie. Souvent, il les monte comme ça, en primitif. Il repolisse simplement les faces. Spinel rouge. Voilà. Ça sont des spinels, ce sont des spinels bleus, bleu et gris. Ça c'est un spinel un peu vert dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est un spinel Quillan. Tout de suite la qualité la couleur qui est incroyable. On en a fini avec cette formation sur le spinel. Sachez que on se retrouve donc bien évidemment demain pour le plus grand plaisir de Patrick. On se retrouve demain pour une formation. Cette fois, on va faire sur l'ambre. Voilà, donc demain, on fera une formation spéciale sur l'ambre. Il y a pas mal de choses à dire sur l'ambre, donc voilà. Écoutez, sachez qu'on est très content de vous retrouver demain pour parler de cette pierre. Hein, cette pierre Oui, absolument. donc on se retrouve demain pour parler de l'ambre et voilà, donc plein de choses à dire là-dessus. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions, bien évidemment, à regarder le replay sur YouTube si vous êtes arrivé en retard. Et voilà, on vous prépare ça pour demain. On vous embrasse tous très fort. On vous dit à demain en pleine forme. Et voilà, écoutez, à demain. Passez une bonne soirée. Et encore une fois, ne sortez pas de chez vous. Voilà, à demain. Merci beaucoup à tous. Merci, à demain. Au revoir. Au revoir.